grâce à la collaboration d'Hydro-Québec, de la Banque nationale, du ministère de l'Éducation du Québec et du gouvernement du Canada, cette série nous permet d'explorer notre passé et de découvrir nos origines. D'où vient le mot Canada? On trouve sur une vieille carte géographique espagnole le mot A Canada. A Canada, là rien, douteux. Kanata, amas de cabanes, agglomération, village. Le mot Canada serait donc d'origine iroquoienne. Peut-être. Québec, là où le fleuve se rétrécit. Incertain. Mais il y a aussi le mot montagnais Képak qui veut dire débarquer. Champlain aurait pris l'invitation à descendre pour le nom du pays. Alors c'est rétrécissement des eaux ou débarquer. À votre choix. Le projet d'unir les colonies anglaises d'Amérique du Nord, amorcé à Charlottetown en 1864 au mois de septembre, va se concrétiser à Québec le mois suivant. Il y a des représentants nécessairement du Canada uni, de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard. Parmi eux, 4 francophones. Georges-Étienne Cartier, Hector-Louis Langevin, Étienne-Pascal Taché et Jean-Charles Chappet. On va adopter une série de résolutions qui vont servir de base à l'élaboration d'un projet de loi qui devra d'abord être approuvé par la Chambre des communes de Londres et ensuite par la Chambre des Lords. Mais auparavant, il fallait que l'Assemblée de chacune des colonies adopte le contenu de ces résolutions-là. Les libéraux du Bas-Canada, dirigés par Antoine-Aimé Dorion, veulent, eux, que le peuple soit consulté par voie de référendum. Dans un manifeste, Dorion précise: l'absence de toute communication officielle, le silence absolu des ministres bas-canadiens sur les détails de cette confédération projetée semble indiquer que l'on veut précipiter cette mesure sans consulter le peuple. Le peuple est perplexe. L'opposition au projet de confédération est même plus forte dans les colonies atlantiques qu'au Canada uni. Les gens des Maritimes reprochent aux Canadiens leur manie des grandeurs. Au printemps suivant, après de longues discussions, l'Assemblée législative du Canada uni finit par adopter les résolutions de la Conférence de Québec. Ça se termine à 4 heures du matin et là, on chante immédiatement « God Save the Queen ». Si on analyse le vote, on se rend compte que la députation bas-canadienne se divise de la façon suivante. 37 votent pour et 24 votent contre. Mais si on tient compte maintenant des francophones, on en arrive à 27 pour et 22 contre. Le projet de confédération sera approuvé par une faible majorité. Il va falloir maintenant faire ratifier par le Parlement de Londres ce projet d'union-là. Il n'y aura que des représentants du Canada uni et du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse. Les autres colonies ont décidé de ne pas participer à ce projet-là. Aussi bien à la Chambre des communes qu'à la Chambre des Lords, le projet d'unir les colonies anglaises d'Amérique du Nord va soulever bien peu d'intérêt. Il y aura plus de députés qui vont participer au débat sur l'imposition d'une taxe sur les chiens de chasse que sur le projet d'unir les colonies anglaises. John A. Macdonald va même déclarer: l'Union a été traitée comme s'il s'agissait d'une association de 2 ou 3 paroisses. On se demande quel nom va porter le nouveau pays. Le journal torontois de Globe publie des lettres de lecteurs qui suggèrent toutes sortes de noms. Cabot-ci pour Jean Cabot, Colombie pour Christophe Colomb, Alberta parce que le mari de la reine Victoria s'appelle Albert. On va suggérer aussi Boréalia, la Boréalie, parce que l'Angleterre possédait à ce moment-là l'Australie et serait fait pendant le pays du Nord. Il y a même
un genre de luberlu qui suggère EFISGA, E-F-I-S-G-A. E pour England, F pour France, I pour Ireland, S pour Scotland, G pour Germany et A pour Aborigène. Nous aurions donc été des Afisgains. Mais on va se rallier, en fin de compte, au mot Canada. On se demande aussi si on doit dire Royaume du Canada ou autre chose. Et c'est un père de la Confédération du Nouveau-Brunswick, Leonard Tilley, qui va trouver la solution, peut-être par hasard comme ça, en lisant la Bible. Et c'est dans un psaume de David qu'il lit « He shall have dominion also from sea to sea. Dominabitur a mare usque ad mare. » Il dominera la mer d'un océan à l'autre. Non seulement on trouve le mot dominion, mais on trouve aussi par le fait même la devise du Canada, amare usque ad mare. En 1867, le Canada comprend 4 provinces. Le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Chaque province a son propre gouvernement. Et il y a aussi un gouvernement central qui siège à Ottawa. John A. Macdonald, qui est le premier ministre du Canada, aurait bien aimé, lui, que la Constitution canadienne soit complètement à l'inverse de la Constitution américaine. Dans cette dernière, tous les pouvoirs non expressément concédés au pouvoir central, au fédéral, appartenaient aux États. Alors qu'ici, tous les pouvoirs non expressément concédés aux provinces appartiendront au fédéral. Tout ce qui est nouveau va tomber dans le giron fédéral, comme par exemple la radiophonie, la téléphonie, la télévision, l'aviation, mais ça va tomber sous juridiction fédérale. Déjà, la responsabilité de certains domaines change de main. Depuis 1851, chaque colonie gérait son propre système postal et l'on avait commencé à émettre des timbres-poste. À partir de la Confédération, tout le service postal tombe sous la juridiction fédérale. À son retour de Londres, au mois de mai 1867, Georges-Étienne Cartier déclare « La Confédération a été un compromis. Elle conserve encore aujourd'hui son caractère. » Le partage des pouvoirs entre les deux paliers de gouvernement illustre bien cet esprit de compromis. Par exemple, la célébration du mariage relève des provinces. Le mariage lui-même et le divorce relèvent du fédéral. L'eau relève du fédéral. Le fonds relève du provincial et les rives relèvent des municipalités. Ce qui signifie que pour construire un pont sur le fleuve Saint-Laurent, entre autres, il va falloir avoir l'autorisation du fédéral, du provincial et de 2 municipalités. Bien entendu, cela ne s'applique qu'aux cours d'eau navigables. La Confédération, loi britannique ou pacte entre 2 nations? Dans l'esprit des pères anglophones de la Confédération, l'Union est le résultat d'une loi adoptée par le Parlement britannique unissant 4 colonies et non pas 2 peuples fondateurs. Pour Cartier et d'autres pères francophones, c'est un pacte entre 2 nations. Cette idée-là va se poursuivre jusqu'à nos jours. Mais si ça avait été vrai, probablement qu'en 1867, Georges-Étienne Cartier et John A. Macdonald auraient sans doute eu les mêmes honneurs de la part de la reine Victoria. Macdonald est fait chevalier commandeur de l'Ordre du Bain, alors que Cartier et 5 autres pères de la Confédération doivent se contenter tout simplement du titre de chevalier de l'Ordre du Bain. Ça va blesser Cartier. La plupart des francophones se sentent blessés. Cartier refuse la décoration. L'entrée de nouvelles provinces dans la Confédération, l'augmentation de la population va faire en sorte que le poids du Québec au sein de la Chambre des communes va diminuer graduellement. En 1869, le fédéral acquiert les territoires du Nord-Ouest. En 1870, le Manitoba devient une province. En 71, c'est la Colombie-Britannique. En 73, l'île du Prince-Édouard entre dans la Confédération et en 1905, on crée 2 nouvelles provinces, l'Alberta et la Saskatchewan. Enfin, Terre-Neuve se joint au Canada seulement en 1949. Nous avons fait le Canada, il nous reste à faire le Canadien. Au Québec, au lendemain de la Confédération, la vie continue presque comme avant et le 1er juillet n'a pas remplacé les anciennes fêtes. Chez tous, les traditions héritées du passé ont plus de réalité que les rêves d'avenir.
Un avenir inquiétant pour la communauté anglophone, redevenue minoritaire dans la province de Québec. Ils ont tout de suite couru très fort pour protéger leurs droits linguistiques, politiques, et ils jouaient très fort à l'intérieur des débats sur la Confédération pour se protéger. Et c'est un peu la malchance qu'ils se retrouvaient à l'intérieur du Québec. Mais ils se voyaient toujours comme Canadiens et leurs institutions, une institution comme McGill, préparaient les médecins, les avocats pour une carrière qui était toujours vue à l'échelle pan-canadienne. Ça n'a rien en commun. Les anglophones au Québec avaient une puissance économique et politique et une certaine assurance que même si c'était menacé dans un certain sens par la Confédération, ils avaient l'assurance qui vient du fait qu'ils se sentaient majoritaires à l'intérieur du Canada. Ce Canada, dont le Québec fait maintenant partie, est un pays de 4 millions d'habitants dont l'avenir économique semble plein de promesses. Georges-Étienne Cartier écrit « Si Jacques Cartier sortait aujourd'hui de sa tombe, il jetterait sans doute un regard de satisfaction sur ce vaste pays que la civilisation éclaire de ses lumières et auquel la Confédération va bientôt ouvrir une ère de prospérité et de bonheur. » Cartier se trompe. Au lieu de prospérité, les dépressions se succèdent. Jusqu'à la fin du siècle, le développement du Canada sera lent. Au Québec, le bois, l'agriculture et maintenant l'industrie laitière demeurent de grands secteurs d'activité qui aident le peuple à traverser ces années difficiles. Dans les années 1860, l'Église catholique est devenue très présente, très puissante. C'est pour ça qu'elle va essayer d'intervenir, même dans le domaine de la politique. C'était normal à ce moment-là parce qu'on croyait que l'État était soumis à l'Église. On peut se demander quelle a été l'attitude de l'Église catholique au sujet de l'entrée en vigueur de la Confédération. Il y a des évêques qui vont se prononcer officiellement en faveur de la Confédération par des mandements, et ceci va aider énormément John A. Macdonald et le Parti conservateur lors des élections de l'été 1867. Dans le diocèse de Trois-Rivières, ce serait presque un péché mortel que de voter libéral, parce que le Parti libéral, lui, s'opposait à la Confédération qu'on avait adoptée sans référendum, sans consulter le peuple. Dans une lettre pastorale, l'évêque de Trois-Rivières écrit « Vous devez en conscience, nos très chers frères, et comme catholiques et comme amis sincères de l'ordre, de l'union et de la paix, vous devez favoriser dans la mesure de vos forces et par le concours de votre bonne volonté le bon fonctionnement de la Constitution qui va bientôt être inaugurée. » Pour l'évêque de Rimouski, la Confédération est presque une volonté de Dieu. C'est la Confédération de droit divin. Droit divin peut-être, mais soulignons que Monseigneur Langevin a pour frère Hector Langevin, un des pères de la Confédération. Lors d'élections subséquentes, des prêtres interviendront soit du haut de la chaire, soit même par le confessionnal pour influencer le vote pour que les gens votent conservateur. C'est ce qu'on appellera l'influence indue. Mes frères, ça devient une nécessité de plus en plus grande. Certaines élections seront annulées par les tribunaux à cause d'une trop grande intervention de membres du clergé. Pour réussir, vous le savez, il faut la coopération de tous et de chacun. Donc, j'y compte demain soir. Dans un contexte religieux où l'encadrement était plus fort, les élites aux idées plus conservatrices qui ont occupé le devant de la scène représentaient l'opinion populaire. Si je dis que
le peuple votant majoritairement pour Papineau et le Parti patriote en 1834, au moment où on passe les 92 résolutions, si je dis que là, c'est le peuple qui a parlé et que Papineau a l'appui du peuple, il faut bien que je dise la même chose en 1867 et après. Si le peuple vote conservateur pour le Parti conservateur... Si le clergé appuie avec autant de force le Parti conservateur, c'est tout simplement parce qu'il juge le Parti libéral dangereux. Pour lui, le Parti libéral, c'est le libéralisme à la française, c'est-à-dire ceux qui réclament la liberté de penser, la liberté de parole. À partir des années 1870, Wilfrid Laurier devient le leader du Parti libéral au Québec. Et lui, il va se donner comme tâche de faire une distinction entre le libéralisme à l'anglaise et le libéralisme doctrinal, de sorte que, graduellement, mais tranquillement, les libéraux vont réussir à convaincre un peu le clergé qu'il ne présente pas de danger. Que le prêtre parle et prêche comme il l'entend, c'est son droit. Jamais ce droit ne lui sera contesté par un libéral canadien. Il y a aussi, à l'opposé de ça, à partir de 1871, un nouveau parti, pas tout à fait un nouveau parti, mais une aile du Parti conservateur qui va devenir de droite, ceux qui vont adopter le programme catholique. À leurs yeux, l'Église est supérieure à l'État et deux mots importent, religion et patrie. On appelle ces ultra-croyants les ultramontains. Au moment du fameux discours de Laurier qui incitait à distinguer le libéralisme entre le libéralisme français et le libéralisme anglais, même à l'intérieur du clergé, il y a une dissidence. Hein? Il y a ce que j'appelle, avec d'autres, les ultramontains ultramontés, dont les plus fervents deviendront des zouaves pontificaux, c'est-à-dire des soldats du pape dont la mission sera de défendre le Saint-Siège contre tous les dangers, grands et petits. Et ce n'est qu'après la Confédération, mais je dirais autour des années 1880, que là, l'Église est triomphante. Grâce à ses effectifs, grâce aux infrastructures, les diocèses, l'encadrement paroissial, les collèges, les grands séminaires, l'accaparement non seulement du système scolaire, mais du système social aussi. Là, l'Église est triomphante. Alors, on sait que les femmes ont fondé beaucoup de congrégations religieuses ici. Elles en ont fondé une trentaine, probablement davantage. Les hommes n'en ont fondé que 2. Toutes ces femmes-là se sont trouvées une nouvelle fonction dans la société. Et c'est alors que sont apparues au 19e siècle des crèches, des salles d'asile, des orphelinats, des hospices pour les vieillards, des hôpitaux pour les tuberculeux, des refuges pour les filles mères, des soupes populaires, des hôpitaux, des institutions pour les aveugles, des institutions pour les aliénés, des institutions pour les sourds-muets, etc., etc., les prisons, des écoles de réforme. Et toutes ces œuvres-là ont été tenues par des congrégations religieuses. Au 19e siècle, l'attitude vis-à-vis des malades et des défavorisés change. Les fous ne doivent plus être enfermés avec les criminels, par exemple. Une certaine attitude scientifique devant les problèmes sociaux voit le jour et les congrégations religieuses suivent le courant. Elles se spécialisent dans l'action sociale. Et on comprend pourquoi ça a marché ici. D'abord, l'Église est prête à ça parce que c'est son propre personnel qui y travaille. Donc, c'est un moyen de répandre la bonne nouvelle de l'Église. L'État trouve que c'est tout à fait épatant, c'est gratis. Depuis les tout débuts de la colonie, les hôpitaux ont été l'œuvre des religieuses. Elles continueront à jouer un rôle important dans les milieux hospitaliers jusqu'aux années 1960.
Chose intéressante à noter, au cours de la seconde moitié du 19e siècle, des religieuses de la région de Montréal mettent sur pied un genre de garderie pour les enfants d'âge préscolaire de milieux ouvriers. En 1870, par exemple, on compte 8 salles pouvant accueillir 2000 enfants tous les jours. Les enfants arrivent entre 7h30 et 9h30 du matin et partent aux alentours de 16h. Ils sont nourris gratuitement. Les religieuses leur enseignent les rudiments de lecture et d'écriture. Pour se financer, elles font appel soit à la charité publique ou elles organisent des bazars. Les humbles religieuses, à leur manière, ont été des personnages très importants dans l'histoire du Canada français. Il y a un secteur d'activité sur lequel le clergé veille avec énormément d'attention. C'est la vie culturelle. Entre autres, dans les diocèses de Trois-Rivières, de Rimouski et de Montréal, on surveille énormément les journaux à tendance libérale. On va même en interdire la lecture de certains. L'évêque Bourgette à Montréal a une obsession, l'Institut canadien. L'Institut canadien est jusqu'à un certain point une maison de la culture de l'époque, un peu comme ce que l'on connaît à Montréal. Une maison de la culture où il y a une bibliothèque, une salle de lecture pour les journaux. On s'y bat pour ce qu'on appelle les grandes libertés, la liberté d'association, la liberté de parole dans les conférences publiques, la liberté de presse et la liberté de penser. La bibliothèque de l'Institut canadien a été l'objet du contentieux principal entre l'Institut canadien et Monseigneur Bourget, qui était l'évêque de Montréal. Or, parmi ces livres-là, il y a des livres à l'index. Bourget demande que ces livres-là soient retirés de la circulation, mis dans un endroit qu'on va appeler l'enfer et qui sera verrouillé. On nous permettait bien d'avoir des livres, mais pourvu que nous nous bornions à ceux qui consacrent le droit divin, l'intolérance religieuse, l'asservissement de la pensée. Il n'y a pas que les mauvais livres qui représentent des dangers pour la morale. Il y a aussi les danses et le théâtre. Monseigneur Bourget dénonce les spectacles qui se donnent au Théâtre Royal. Des jeux scandaleux, des danses criminelles, des libertés malhonnêtes sont la pâture dont ces bouffons saturent les spectateurs. C'est dans ces repères de tous les vices que se commettent les crimes qui compromettent la réputation des familles les plus respectables et la paix et la prospérité des citoyens. En 1880, Monseigneur Fabre de Montréal va recommander aux catholiques de ne pas s'assister aux représentations théâtrales données par la grande Sarah Bernard. La salle sera quand même pleine, nous sommes à la veille de Noël, et au sortir d'une représentation, des étudiants universitaires détellent les chevaux de la voiture, s'installent à sa place et conduisent comme ça la grande Sarah à l'hôtel Windsor qui venait d'ouvrir quelques années auparavant. Mais les étudiants n'ont-ils pas de tout temps été contestataires et facétieux? Aux yeux de Monseigneur Fabre, même les glissades mixtes en toboggan, c'est-à-dire des glissades où on retrouve sur le même véhicule des hommes et des femmes, constituent un danger pour la morale et ils devraient à ce moment-là être évités. Malgré toutes ces interdictions-là, les salles de spectacle seront remplies et on glissera quand même régulièrement, soit sur les flancs du Mont-Royal, soit à la place Jacques-Cartier. Il y a des catholiques qui vont reprocher aux protestants de faire du prosélytisme, c'est-à-dire de vouloir convertir des catholiques en protestants. En 1884, la Salvation Army, l'armée du salut, s'installe à Montréal.
Le conseil municipal leur interdit de tenir des réunions sur la place publique et les oblige à circuler. On va trouver un subterfuge. Les membres de l'Armée du Salut vont continuer à prêcher, mais en marchant en rond, toujours au même endroit. Il n'y a rien que j'aime comme un Canadien français parlant mal l'anglais. Ne permettons jamais à la langue étrangère de s'asseoir à nos foyers. On était convaincus aussi que dans un mariage mixte entre catholiques et protestants, la religion protestante et la langue anglaise finiraient par dominer. Au Québec, les mariages mixtes sont rares, sauf dans les classes aisées et dans les milieux politiques. Là, les relations constantes entre francophones et anglophones aboutissent souvent à des mariages d'affaires et parfois à des mariages d'amour. À la fin du 19e siècle, ce sont surtout des capitaux anglophones et en particulier des capitaux américains qui servent de moteur au développement de l'industrie. On retrouve quand même quelques Canadiens français haut placés dans la finance ou dans le commerce, entre autres les Hudon, les Grotté, les Beaubien. Ils brassent des affaires dans l'immobilier, l'alimentation, le tabac, la chaussure et le textile. Les Canadiens français disposent de 3 banques, la Banque du Peuple, la Banque Jacques-Cartier et la Banque Hochelaga. Cette dernière subsiste encore sous le nom de Banque nationale. Pour certains chefs nationalistes, la mission des Canadiens français n'est pas de tenter de réussir dans le commerce ou la finance. Leur mission est de porter bien haut en Amérique du Nord le flambeau de la civilisation catholique et française. Jean-Charles Taché écrit « Pour nous, conserver notre foi catholique et rester français sont 2 choses qui l'emportent sur tous les avantages matériels du monde. » La masse ouvrière canadienne-française forme un prolétariat qui se sent souvent exploité. Ceux qui ont quitté leur campagne pour venir travailler en ville, espérant améliorer leur sort, vont souvent se retrouver dans la misère avec des salaires très faibles. Le Jean-Baptiste Gagné-Petit va donner le prototype du francophone. Le mouvement syndical existe à peine et les ouvriers sont sans défense face au patron. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, les ouvriers travaillent 6 jours semaine et un minimum de 10 heures par jour. Il ne restait donc qu'une seule journée pour le repos. Mais quel repos! Il fallait qu'il aille à la messe le dimanche et souvent les femmes travaillaient. Et cette journée-là, elles devaient faire tout le ménage. Les conditions de travail étaient souvent très pénibles. On ne pouvait pas quitter son travail au cours de la journée sans être pénalisé. Si on brisait quelque chose, on était pénalisé aussi. Et si un ouvrier quittait son emploi sans avoir averti son patron 15 jours à l'avance, il perdait automatiquement une partie de son salaire. De plus, dans certaines industries, dans certaines manufactures, les gens n'étaient payés qu'une fois par mois et en pitons, c'est-à-dire en jetons qui étaient échangeables uniquement dans les magasins qui appartenaient aux compagnies, de sorte que les compagnies faisaient encore un bénéfice sur les produits qu'elles vendaient à ces ouvriers. L'instruction n'est encore ni gratuite ni obligatoire. Les enfants de parents pauvres doivent très tôt se chercher du travail. En 1886, le gouvernement fédéral met sur pied une commission royale d'enquête sur la condition ouvrière. Et on va découvrir à ce moment-là qu'il y a des enfants de moins de 12 ans qui travaillent surtout dans des usines de fabrication de cigares. Les règlements permettaient que l'on enferme les enfants désobéissants ou chahuteurs. Si un enfant brisait un cigare, il était pénalisé. Il devait payer une amende. Ainsi, après une semaine de 60 heures de travail, certains enfants devaient de l'argent à leur patron. Si les enfants travaillaient, c'est que souvent, c'était les parents qui les obligeaient à travailler. Et ce, pour avoir plus d'argent pour payer la nourriture, pour payer le loyer. Dans leur rapport, les commissaires vont recommander que les femmes et les enfants ne travaillent pas plus que 9 ou 10 heures par jour pour un maximum de 54 heures par semaine. Une loi sera adoptée, mais ne sera pas appliquée. Nombreux sont ceux qui veulent profiter du boom économique de la Nouvelle-Angleterre, où les usines textiles poussent comme des champignons. Le mouvement d'émigration, amorcé dans les années 1830, ne s'atténue pas, il s'amplifie.
Au début, ce sont les gens de la campagne qui partaient. Maintenant, les gens de la ville aussi cherchent de meilleures conditions de travail. Ce qui a détourné cette émigration vers la Nouvelle-Angleterre, c'est l'effervescence, c'est le bouillonnement de l'industrialisation et de la création d'emplois dans un contexte urbain très bien rémunéré et dans des villes, encore une fois, qui étaient modernes, qui étaient marquées par le progrès et ainsi de suite. C'est des villages entiers ou presque des rangs, comme à Saint-Narcisse, par exemple, dans les années 1890, qui vont quitter, souvent avec une voiture sur laquelle il y aura quelques bagages. C'est le grand-père, c'est le père, c'est la mère, ce sont les enfants qui partent. Là où il y a des trains, on va parfois, si on a les moyens, utiliser le train. Les années 1870 sont marquées par une profonde récession, ce qui va inciter encore plus de gens à émigrer. En 1880, on évalue à environ 800 000 le nombre de Canadiens français établis en Nouvelle-Angleterre. Et pour la seule décennie 1880-1890, il y en a 150 000 qui quittent le Québec pour la Nouvelle-Angleterre. Considérez qu'en un siècle environ, en gros, entre 1830 et 1930, il y a eu près d'1 million de Québécois qui ont émigré aux États-Unis. Et pour bien comprendre l'importance de ce chiffre, il faut le rapporter à ce qu'était la population totale du Québec à la même époque. Moins d'1 million en 1850, près de 2 millions en 1900. Et cette population a contribué près d'1 million d'immigrants aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'était une hémorragie assez extraordinaire. Qu'il est douloureux de voir chaque année un grand nombre de jeunes Canadiens français passer aux États-Unis pour y faire, on peut le dire, le pénible métier d'esclave, tandis que le pays manque de bras pour défricher les forêts immenses qui nous environnent encore de toutes parts. Là-bas, ces gens-là vivent un peu en ghetto. Ils ont leurs propres écoles, leurs propres journaux, leurs propres églises. Ils conservent la langue française. Et ça va déplaire à un certain nombre d'Américains. Les Canadiens français sont à la Nouvelle-Angleterre ce que les Chinois sont à la Californie. Leur moralité est d'un degré plus bas. Ils achètent moins de choses nécessaires à la vie et leur seul but semble être d'enlever le plus d'argent possible au pays. Ils ne veulent pas faire instruire leurs enfants et quand on les oblige d'envoyer leurs enfants aux écoles, ils s'en vont dans une autre localité. Les Franco-Américains déploieront jusqu'au début du XXe siècle et plus tard encore de grands efforts pour maintenir leur culture et leurs liens avec le pays natal. Mais très peu d'entre eux reviendront au Québec. La prospérité et le travail créent de nouveaux liens. Avec le temps, ils se fondront dans le melting pot américain et l'assimilation sera consommée. L'émigration aux États-Unis a suscité une très grande inquiétude parmi les élites québécoises. Et ça a été une des racines du nationalisme québécois qui a commencé à s'affirmer au lendemain de l'acte d'union, à partir des années 1840-1850. Ça a été un de ces carburants extrêmement importants. Cette hémorragie qui était pratiquée dans le corps de la nation et ainsi de suite. Pour freiner l'hémorragie que représente l'immigration en Nouvelle-Angleterre, on va ouvrir de nouvelles régions à la colonisation. Donnez-moi 300 femmes et je vous peuplerai le Nord. Le curé Antoine Labelle est l'apôtre le plus actif de cette nouvelle ouverture des terres. Ce colosse de 350 livres ira jusqu'en Europe recruter des colons francophones. Son grand rêve est de coloniser le nord du Québec et de l'Ontario jusqu'au Manitoba, où il y a déjà une petite communauté francophone.
Il veut ainsi étendre sur tout le territoire canadien le fait français et catholique. Le Nord sera le domaine, la forteresse de notre nationalité. Ces immenses espaces semblent donc être destinés à l'expansion des Canadiens français. Et c'est là le théâtre que la Providence paraît avoir réservé à leur action. Là, pourront tranquillement s'étendre leurs enfants, sans que de longtemps encore, aucun autre immigrant étranger vienne se mêler à eux. Le curé Labelle ouvrira les Laurentides à la colonisation et plus de 25 villes ou villages lui doivent le jour. Mais son grand rêve pan-canadien ne se réalisera pas. Il mourra triste, déçu. On peut penser a priori que ce courant d'émigration aurait pu se diriger vers l'Ouest canadien et plus tard vers le Manitoba et ainsi de suite, mais c'est que le courant d'émigration en question n'était pas dirigé par des convictions ruralistes ou paysannes ou colonisatrices. C'était des gens qui voulaient aller faire leur vie dans la ville. C'était une émigration vers la ville et vers l'industrie, d'un type donc très moderne pour l'époque. Et ces gens-là n'étaient pas du tout attirés par une vie de pionniers ou de colonisateurs dans l'Ouest canadien. L'Ouest attire de plus en plus de colons venus de l'Ontario. Pour eux, ces territoires sont le prolongement naturel de leur province. Ils trouvent normal que ces terres leur soient destinées. L'ouverture du Manitoba à la colonisation va engendrer un problème extrêmement grave. La majorité de la population, ce sont des métis francophones. Le fédéral, qui est propriétaire du terrain depuis 1869, va envoyer des arpenteurs qui, eux, ne tiendront pas compte de l'occupation des terres par les métis. Il y aura un mécontentement énorme. Ces métis-là ont peur de perdre leurs terres. Il y a un jeune métis qui est très instruit. Il est venu suivre des cours à Montréal. Il a vécu à Montréal un certain temps. Il est retourné chez lui là-bas. Il s'appelle Louis Riel. Riel est le chef incontesté des Métis, qu'il considère comme une nation dont les droits sont bafoués. Louis Riel va mettre sur pied un genre de gouvernement provisoire, va s'emparer du Fort Garry. Et là, on va craindre pendant un certain temps que des colons anglais tentent de s'emparer du fort. Le gouvernement canadien va envoyer des soldats pour rétablir l'ordre. Louis Riel sera obligé de s'exiler aux États-Unis, au Montana. C'est sûr que tout ce que Riel représentait dans le Manitoba allait à l'encontre de la vision de l'Ouest de cette communauté anglophone. C'est-à-dire, ils avaient beaucoup de mal avec les habitudes économiques, évidemment, des Amérindiennes, mais les Métis aussi. En 1876, soit 9 ans après l'entrée en vigueur de la Confédération, le gouvernement fédéral adopte une loi extrêmement importante concernant les Amérindiens. C'est la loi des Indiens. En vertu de cette loi-là, on va créer des réserves où on va parquer les Amérindiens pour les protéger des Blancs. Il est né là, le problème indien. Il n'y en avait pas avant. Avant, il y avait un fait indien, mais il y a eu un problème indien avec la naissance d'une loi qu'on appelle la loi sur les Indiens. Et on a voulu les régir, obtenir les terres de l'Ouest un peu plus. Et les Autochtones ont perdu tout leur sens juridique et ont dû se plier à cette loi presque esclavagiste, une loi anticonstitutionnelle, en tous les cas, qui va à l'encontre de ce que la Constitution dit, une loi qui faisait des Autochtones des gens, des prisonniers de leur propre réserve et qui ne pouvaient même pas sortir, aller visiter leurs parents dans une autre réserve sans obtenir une permission de l'agent des affaires indiennes qui, lui, interprétait la loi comme il le voulait. Bien sûr, il était nommé par le gouvernement. Alors, les Autochtones, au 19e siècle, ont perdu toute raison de vivre ou de survivre. Et ce sont les femmes des réserves amérindiennes qui trouvent une espèce de survie économique par l'artisanat.
L'artisanat des femmes sauve bien des familles du dénuement total, car la chasse et la traite rapportent de moins en moins aux hommes. Dès les années 1850, les Malécites, les Micmacs, les Montagnaises se mettent à vendre des paniers, des mocassins, des trucs en bouleau qui sont extrêmement prisés par les touristes. Et ça, c'est un phénomène, je dirais, à la largeur du Canada à ce moment-là. En 1871, une autre colonie anglaise, la Colombie-Britannique, entre dans la Confédération. Une grande condition cependant, être reliée au reste du pays par un chemin de fer, et ce, au plus tard dans 10 ans. Pour Ottawa, dès lors, la construction du train du Pacifique devient une priorité nationale. Gare à ce qui se mettra sur son chemin. En 1885, on décide de coloniser les territoires du Nord-Ouest qui vont devenir, en 1905, la Saskatchewan et l'Alberta. Là, le même problème va se produire. Il y aura des Métis qui sont établis, il y a des Amérindiens qui sont établis là, et les arpenteurs vont répéter à peu près la même stratégie, c'est-à-dire ne pas tenir compte de ceux qui occupaient déjà le territoire. Malgré certaines paroles fédérales, il n'y avait jamais vraiment une chance que l'Ouest allait devenir, avoir un input francophone très important. Ça, c'était pas du tout dans la vision d'Ontario. Les Orangemen, c'était une période très, très raciste dans l'histoire d'Ontario. On va faire revenir Louis Riel, qui va prendre la direction d'un corps armé. Cette fois-ci, le gouvernement MacDonald prend les grands moyens. Il envoie un corps expéditionnaire nombreux, avec des chefs expérimentés et un équipement dernier cri. Canons, mitrailleuses. Après quelques succès de guérilla, Riel commet l'erreur d'engager une bataille rangée à Batoche, en Saskatchewan. Écrasés sous le nombre, ces hommes se dispersent. 8 chefs amérindiens capturés sont jugés et pendus. Riel sera arrêté. On va lui faire un procès. Tous les jurys sont dans la langue anglaise, ainsi que le juge. Le fait qu'il soit métis, le fait qu'il soit catho, le fait qu'il avait des visions, qu'il était emprisonné dans un asile, un fou. C'est-à-dire il y avait tout un ensemble qui était très facile de fabriquer pour mettre Riel comme une marginale. Mais lui, il était une sorte de fixation de ce que l'Ouest ne doit pas venir. Les jurés et le juge n'accepteront pas qu'on plaide folie. En conséquence, Riel sera condamné à être pendu. On va faire appel à la clémence du gouverneur général. On va faire appel aux ministres canadiens-français qui sont autour de Johnny MacDonald. Mais Johnny MacDonald n'acceptera pas. Et il dira, même si tous les chiens du Québec aboient, Riel sera pendu. Et Riel, effectivement, est pendu le 16 novembre 1885. Ah ben oui, ils étaient sûrement très, très contents d'avoir terminé avec un bonhomme comme Louis Riel, qui les avait embêtés pendant 15 ans. Ça prend très peu de temps avant qu'on apprenne à Montréal que Riel a été pendu. Et à ce moment-là, les commerces ferment. Les gens abordent des signes de deuil. À Québec, le soir même, 15 000 personnes se réunissent pour protester contre cette exécution-là. À Montréal, le dimanche suivant, 50 000 personnes, malgré le fait qu'il fasse froid, se réunissent au Champ de Mars pour écouter des orateurs. Des orateurs qui vont dire « Mon frère Riel est mort ». Défenseur des opprimés et martyr, ou aventurier à l'esprit instable, Riel a été un homme énigmatique, plein de contradictions. Un personnage historique qui demeurera à jamais controversé. Honoré Mercier va récupérer l'indignation des francophones. Il va fonder un nouveau parti
au sein duquel on va retrouver des conservateurs et des libéraux. Les Pandards vont être exclus. Et ce nouveau parti-là, le Parti national, sera peut-être le premier à parler d'indépendance du Québec. En 1887, Honoré Mercier et son Parti national prennent le pouvoir. Mercier, il veut réformer un peu l'administration provinciale. Il va prôner l'autonomie provinciale, ce sera peut-être le premier à le faire. Il va vouloir aussi améliorer la condition ouvrière, développer l'enseignement. Il va établir des écoles du soir pour les ouvriers. Il va vouloir aussi faire de la province de Québec quelque chose de moderne. Malheureusement, en 1891, le gouvernement Mercier est secoué par une affaire de pot de vin. Mercier, homme d'honneur, démissionne. Aux élections fédérales de 1896, les conservateurs perdent le pouvoir. Ce sont les libéraux, dirigés par Wilfrid Laurier, qui prennent le pouvoir. Laurier, c'est le premier Canadien français à occuper le poste de premier ministre du Canada. C'est l'homme à la langue d'or. C'est un homme qui sait parler aux foules. C'est quelqu'un qui avait réussi à convaincre la population que le Parti libéral n'était plus le libéralisme et qu'on pouvait voter libéral sans commettre de péché mortel. Laurier prédit que le 20e siècle sera le siècle du Canada. Les conditions économiques sont meilleures et sur toutes les lèvres, on n'entend parler que de nouvelles inventions, de progrès merveilleux. Tout est en place pour un Canada heureux. Mais cet optimisme fin de siècle reste le lot d'une minorité. Pour la plupart, il faut travailler dur, dans des métiers difficiles, mal rémunérés. Le bonheur sera pour demain, pour d'autres. Avec l'élection de Wilfrid Laurier, plusieurs sont convaincus que le Canada vient d'entrer dans le 20e siècle et que tous les espoirs sont permis. D'autres ont placé leur espoir dans une nouvelle découverte, l'art du Klondike. Des centaines de Canadiens français vont prendre cette direction. Ils chercheront de l'or pour eux-mêmes. Mais certains, profitant de leur habitude de l'hiver et des grands espaces, vont gagner de l'argent comme guides. Car pour les aventuriers venus d'ailleurs, le pays est plein de dangers. Des Canadiennes françaises iront aussi chercher fortune au pays de l'or. Elles seront hôtelières, commerçantes, danseuses dans les saloons. Victor Laure de Warwick va trouver des pépites pour 80 000 $. Il y a un nommé Proto de Saint-Stanislas de Champlain qui a gagné 120 000 $. Une somme fabuleuse pour l'époque. Vraiment, tous les espoirs sont permis. Ces commanditaires sont heureux de contribuer à la diffusion des grands moments de notre épopée.